Le 1er octobre 2025, un silence inhabituel s'abat sur la salle de marbre de l'ONU. En quelques secondes, une déclaration rompt la politesse diplomatique et transforme un discours attendu en choc systémique, dont les effets dépassent largement la scène symbolique. Que signifie, pour le public comme pour les marchés mondiaux, qu'Ibrahim Traoré affirme publiquement que l'Afrique ne doit rien sinon la vérité? Derrière ces mots, une bataille invisible commence. Cette histoire promet de décoder ce qui se passe quand une parole publique déclenche des réactions privées, chiffrées et rarement avouées. Comprendre ces mécanismes éclaire le pouvoir réel des chiffres mondiaux. L'enjeu dépasse un discours ou un dirigeant. Il touche à la capacité d'un État africain à s'exprimer sans être immédiatement réévalué, reclassé, et puis contraint par des indicateurs techniques. Ici, la politique ne se mesure plus aux foules ni aux urnes, mais à des courbes, des délais et des notations. Le récit suivra une chaîne précise, une phrase prononcée devant caméra, une réaction feutrée dans des bureaux fermés, puis une traduction concrète dans la vie quotidienne. Il s'agira de montrer comment des institutions prétendument neutres transforment un message symbolique en coût mesurable. Tout se joue hors caméra. Pour le public, l'enjeu est clair. Comprendre pourquoi certaines vérités semblent autorisées quand d'autres deviennent immédiatement risquées. Pour les marchés, la question est plus froide. Jusqu'où tolérer une parole qui échappe aux codes établis? 3 jours après le discours, la vidéo dépasse 200 millions de vues et déclenche une réunion d'urgence à Washington. En moins de 24 heures, one day heure, des tableaux de risque, des courbes de dette et des scénarios de contagion remplacent les applaudissements entendus à New York. La scène ne se déroule pas sous les projecteurs, mais dans une salle sans fenêtre, au siège du Fonds monétaire international. Officiellement, il s'agit d'une revue technique des engagements africains. Officieusement, la réunion répond à une inquiétude précise. Une parole venue de la tribune des Nations Unies a franchi les frontières prévues du langage diplomatique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement parlé, il a déplacé un cadre implicite, celui où certains pays expliquent et d'autres se justifient. Dans ce type de situation, la réaction n'est jamais frontale. Aucun communiqué ne mentionne le discours. Aucun responsable ne parle de sanctions. Les instruments mobilisés sont plus discrets. Délais administratifs, révision de perspectives, appel à la prudence. Chaque décision, prise isolément, paraît neutre. Ensemble, elles forment une pression cohérente. À Ouagadougou, le contraste est immédiat. Dans les rues, les images du discours circulent sur les téléphones, commentées, reprises, simplifiées. Dans les bureaux ministériels, le ton est différent. Des appels restent sans réponse. Des dossiers sont en cours d'examen. Les conseillers comprennent que le signal est lancé sans être formulé. Ce décalage marque le cœur du problème. D'un côté, une parole perçue comme libératrice, presque cathartique, de l'autre. Un système international qui interprète toute rupture de ton comme une variable de risque. Ibrahim Traoré devient alors plus qu'un individu. Il incarne une anomalie narrative, quelque chose que les modèles peinent à classer. C'est ici que le contexte se resserre. Le Burkina Faso n'est ni un acteur majeur des marchés, ni un poids lourd diplomatique. Justement, lorsqu'un pays perçu comme périphérique affirme une position morale forte, la réaction vise moins son économie réelle que l'exemple potentiel. Ce qui inquiète n'est pas l'impact immédiat, mais l'imitation. La révélation n'est donc pas un complot, mais une mécanique. Une phrase sort du cadre. Le système ajuste ses paramètres. Et le conflit commence sans jamais dire son nom. Pour comprendre les premiers effets concrets, il faut suivre un fil humain plutôt qu'un graphique. Le personnage guide n'est pas un ministre ni un banquier, mais un responsable logistique du port sec d'Ouagadougou, habitué aux délais et aux formulaires.
Son travail consiste à faire entrer carburant, médicaments et pièces détachées sans jamais apparaître dans les communiqués officiels. Lorsque les procédures se tendent, c'est lui qui le ressent en premier. Quelques jours après le discours, rien ne change officiellement. Les documents sont acceptés, les demandes enregistrées. Pourtant, les réponses prennent plus de temps. Les confirmations arrivent avec des conditions supplémentaires. Les partenaires étrangers demandent des garanties nouvelles. Chaque étape ajoute 24 ou 48 heures. Isoler chaque attente paraît banale. Additionnée, elle bloque des chaînes entières. Dans les hôpitaux, l'impact se manifeste par des retards de livraison. Dans les stations-service, par des ruptures temporaires. Les acteurs de terrain n'emploient pas le mot sanction, mais celui de ralentissement. Le résultat est identique. La marge d'erreur disparaît. Toute panne devient critique. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré reste silencieux. Aucun discours supplémentaire, aucune escalade verbale. Ce silence est interprété de deux manières opposées. À l'extérieur, certains y voient un recul. À l'intérieur, beaucoup y lisent une stratégie. Laisser les faits parler là où les mots sont déjà comptabilisés. Ces impacts précoces révèlent un mécanisme clé. Le système international n'a pas besoin de frapper fort pour être efficace. Il agit par friction, par accumulation de petits obstacles. La pression n'est pas spectaculaire, mais constante. L'idée essentielle est simple. Lorsque la parole est contrainte, ce sont toujours les intermédiaires invisibles qui encaissent en premier. Et c'est à travers eux que la bataille abstraite devient une expérience quotidienne. Le déclenchement n'a rien d'une annonce publique. Il commence par une suspension sans bruit. Des fonds attendus ne sont pas annulés, seulement reprogrammés. Les échéances glissent. Les validations prennent du retard. Dans les tableaux, une colonne passe du vert à l'orange. Pour les observateurs extérieurs, il ne s'agit que d'ajustements techniques. Pour l'appareil d'État burkinabé, c'est un signal clair. La parole prononcée à New York a franchi un seuil. La montée en tension s'opère rapidement. En quelques jours, les banques locales resserrent les conditions de crédit. Les importateurs doivent régler en devises fortes, parfois à l'avance. Le franc CFA commence à perdre de la valeur sur les marchés régionaux. Les coûts de transport augmentent. Chaque acteur se protège, chacun réduit son exposition. Le système réagit en chaîne, sans coordination centrale visible, mais avec une cohérence implacable. Ibrahim Traoré observe cette séquence sans commenter publiquement. Dans les cercles diplomatiques, ce silence est interprété comme une faiblesse. Dans les ministères, il est lu comme un refus d'entrer dans une négociation verbale qui serait immédiatement traduite en concession chiffrée. La stratégie consiste à ne rien offrir de plus que ce qui a déjà été dit. La parole est figée, les faits, eux, s'accumulent. Le point culminant survient lorsque les marchés s'emparent du récit. Des notes d'analystes évoquent un risque politique accru. Les agences de notation révisent leurs perspectives. Les taux d'emprunt augmentent. Aucun document ne fait référence au discours de l'ONU, mais tous en portent la trace indirecte. La sanction n'est jamais nommée. Elle est disséminée. Sur le terrain, les répercussions deviennent visibles. Les stations-service rationnent. Les prix des produits importés grimpent. Les entreprises retardent les salaires. Les administrations locales gèlent certains projets. La population commence à relier les points. La fierté du moment international a un coût domestique. Le débat change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si les mots étaient justes, mais s'ils étaient soutenables. C'est à ce moment que Ibrahim Traoré réapparaît à la télévision nationale. Le ton est mesuré, presque didactique. Il ne conteste pas les chiffres, il ne nie pas les difficultés, il les requalifie. Ce qui est présenté comme une instabilité devient, dans son discours, une épreuve de cohérence. Il oppose à la logique de la dissuasion financière une logique de continuité politique.
les répercussions ne s'arrêtent pas aux frontières. Dans les pays voisins, les gouvernements observent attentivement. Le Burkina Faso devient un cas test. Jusqu'où un État peut-il tenir lorsque la pression s'exerce par omission plutôt que par interdiction? La séquence déclenchée par un discours se transforme en expérience régionale. Ainsi se referme cette phase. Le déclencheur est passé. La montée a produit ses effets. Les répercussions s'installent. La crise n'est plus un événement. Elle devient une condition durable. Et la question centrale se précise. Combien de temps cette dynamique peut-elle se maintenir sans provoquer une rupture plus profonde? Avant le discours, les indicateurs dessinaient une stabilité fragile mais lisible. 2 semaines plus tard, les écarts suffisent à raconter un choc. La situation de base montrait une monnaie tenue, une inflation contenue et des réserves capables d'absorber des retards limités. La variation rapide révèle une pression cumulative. Glissement du change, renchérissement du crédit, contraction des marges de manœuvre. Premier marqueur, la monnaie. Le franc CFA, arrimé à l'euro, évoluait dans une bande étroite. Après l'épisode onusien, la parité se dégrade d'environ 6% en quelques jours. Pris isolément, ce chiffre peut paraître modeste. Rapporté aux importations essentielles, il se traduit par un renchérissement immédiat des achats réglés en devises. En clair, chaque livraison coûte davantage sans amélioration de service. L'écart n'est pas théorique, il s'inscrit sur les factures. Deuxième marqueur, les prix. L'inflation annuelle, estimée autour de 4% avant la séquence, franchit rapidement le seuil des 2 chiffres. Cette hausse n'est pas uniforme. Elle frappe d'abord l'énergie et l'alimentation importées. Un point d'inflation supplémentaire, ici, signifie des arbitrages quotidiens, réduire les volumes, différer des soins, renoncer à des déplacements. Les statistiques agrégées masquent des réalités asymétriques, mais l'effet cumulé est clair. Troisième marqueur, les réserves. La couverture des importations, évaluée à environ 3 mois avant la crise, recule sensiblement. Une baisse de l'ordre de 17% en quelques semaines réduit la capacité à amortir les chocs. Chaque jour entamé sans décaissement équivaut à une décision politique implicite. Le temps devient une variable de contrainte. À ces 3 chiffres s'ajoutent des signaux de marché. Les rendements souverains montent de près de 3 points. Cette hausse renchérit immédiatement le refinancement et gèle des projets. Les agences de notation révisent leurs perspectives vers le négatif. Le vocabulaire reste technique, mais l'effet est mécanique. La perception se transforme en coût. Dans les administrations, ces données ne sont pas des abstractions. Une croissance révisée autour de moins 2% implique des budgets sociaux amputés. Un crédit aux petites entreprises divisé par 2 ralentit l'activité locale. Des importations de médicaments retardées de plusieurs semaines produisent donc des ruptures d'idées visibles. Les tableurs deviennent des récits de pénurie. Ibrahim Traoré choisit d'affronter ces chiffres sans les contester. Sa ligne consiste à déplacer l'interprétation. Là où les institutions parlent de ajustement, il parle de silence tarifé. L'arithmétique, ainsi, change de statut. Elle cesse d'être neutre pour devenir argumentative. Les nombres ne disent pas seulement ce qui arrive, ils indiquent qui décide du tempo. Ce cadrage révèle l'essentiel. La pression n'exige pas des sanctions formelles pour être efficace. Elle opère par deltas successifs, chacun défendable, l'ensemble dissuasif. La preuve quantitative n'est donc pas un verdict, mais une méthode. Elle montre comment une réaction politique se traduit en variables mesurables, puis en contraintes vécues. À la fin de cette phase, les chiffres ont parlé. Pas par une explosion, mais par une musique continue. Et la question s'impose. Jusqu'où cette partition peut-elle se jouer sans transformer l'ajustement en rupture?
Les défenseurs de la réaction internationale avancent d'abord un argument de stabilité. Selon eux, les marchés ne punissent pas une opinion, ils évaluent un risque. Une rupture de ton à l'ONU introduirait une incertitude politique, et l'incertitude a toujours un prix. Dans cette lecture, les délais, les révisions de perspective et la hausse des taux ne seraient que des mécanismes automatiques indépendants de toute intention punitive. Un second argument insiste sur la responsabilité budgétaire. Les institutions financières expliquent qu'un pays très dépendant de financement extérieur doit rassurer en permanence. Toute parole perçue comme conflictuelle compliquerait la mobilisation des ressources. L'ajustement serait donc préventif. Mieux vaut freiner tôt que corriger dans l'urgence. Ce raisonnement se veut pragmatique, presque pédagogique. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Les marchés réagissent effectivement à des signaux, et la crédibilité budgétaire repose aussi sur la prévisibilité. Nier ces principes reviendrait à caricaturer le fonctionnement financier mondial. La question n'est pas de savoir si les chiffres comptent, mais comment ils sont mobilisés. La réponse s'appuie alors sur les faits observables. Si la réaction était purement mécanique, elle serait proportionnée et graduelle. Or, les écarts apparaissent concentrés dans le temps, juste après le discours, et synchronisés entre acteurs distincts. Les indicateurs changent ensemble malgré l'absence de dégradation structurelle immédiate. Cette convergence suggère une lecture commune, pas seulement une panique diffuse. De plus, l'argument de la responsabilité suppose une symétrie. Pourtant, des prises de position tout aussi tranchées venant d'États plus centraux n'entraînent pas de correction comparable. La variable déterminante n'est donc pas uniquement le contenu, mais la position de celui qui parle. Le risque n'est pas l'instabilité économique, c'est la remise en cause d'un ordre discursif établi. Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette zone grise. En refusant d'adoucir sa parole, il expose une asymétrie rarement discutée. Certains discours sont absorbés, d'autres recalculés. La réponse étayée n'oppose pas la morale aux chiffres. Elle montre que les chiffres eux-mêmes sont contextualisés et que leur application révèle un choix. Ainsi, le Stillman tient, mais il est incomplet. La stabilité invoquée explique la forme, pas le timing ni l'intensité. Et c'est dans cet écart que se loge la dimension politique de ce qui est présenté comme neutre. La pression change de camp. Le basculement ne vient ni d'un discours ni d'un chiffre isolé, mais d'un déplacement du centre de gravité. À mi-parcours, il devient clair que la contrainte financière n'affaiblit pas uniquement l'État ciblé, elle expose aussi les limites de ceux qui l'exercent. Plus la pression s'accumule, plus le récit échappe au tableau pour entrer dans l'imaginaire collectif. Ce changement s'observe d'abord dans le langage. Les rapports parlent encore d'ajustement, mais les communiqués multiplient les précautions. Les termes se neutralisent, les phrases s'allongent, les décisions se fragmentent. La certitude technocratique recule. La gestion du risque devient une gestion de perception. Ce glissement signale une inquiétude nouvelle. L'outil fonctionne, mais son usage se voit. Ibrahim Traoré comprend alors que le rapport de force ne se joue plus uniquement sur les flux financiers. Il se joue sur la capacité à tenir une ligne sans la répéter. Le silence devient un message. Chaque jour sans concession verbale transforme la contrainte en symbole et le symbole en référence. La pression, conçue pour isoler, commence à relier. Dans les capitales régionales, ce retournement est saisi comme un signal. La question n'est plus qui a raison, mais qui fixe le tempo. Lorsque la sanction devient visible comme sanction, elle perd une partie de son efficacité. Le système, habitué à agir sans être nommé, doit désormais composer avec sa propre exposition. La révélation centrale tient en une phrase.
La contrainte financière est puissante tant qu'elle reste invisible. Dès qu'elle est comprise comme langage, elle cesse d'être unilatérale. Les effets de la séquence se matérialisent désormais en couches distinctes, touchant différemment quatre groupes clés, chacun révélant une facette du choc. D'abord, l'État. Pour l'administration, la contrainte se traduit par des arbitrages immédiats. Les ministères gèlent des dépenses non essentielles, reportent des investissements et réallouent des budgets vers l'urgence. Les délais de décaissement compliquent la planification. Gouverner devient un exercice de priorisation permanente où chaque décision a un coût politique interne. Ibrahim Traoré se retrouve à piloter dans un brouillard chiffré, sans visibilité à moyen terme, mais avec une exigence de cohérence quotidienne. Ensuite, les entreprises. Les petites et moyennes structures subissent la contraction du crédit. Les banques réduisent les lignes, exigent donc des garanties supplémentaires, raccourcissent les échéances. Les importateurs paient plus cher et plus tôt. Les marges fondent. Certaines activités ralentissent, d'autres s'arrêtent. Pourtant, des adaptations émergent. Substitution locale, mutualisation logistique, accords informels. La contrainte stimule des circuits alternatifs, mais au prix d'une productivité affaiblie. Troisième cercle, les ménages. Pour les citoyens, les conséquences sont les plus visibles. Les prix de l'énergie et des produits importés augmentent, parfois brutalement. Les coupures d'électricité et les pénuries ponctuelles deviennent des marqueurs du quotidien. Les files d'attente s'allongent. Les familles ajustent leurs dépenses, réduisent les déplacements, priorisent l'essentiel. Le discours public d'Ibrahim Traoré trouve ici sa traduction la plus sensible. La dignité invoquée se mesure en renoncement concret. Le soutien symbolique demeure, mais il s'accompagne d'une fatigue réelle. Enfin, le cadre régional. Les voisins observent et calculent. Pour certains gouvernements, le cas burkinabé sert d'avertissement. Pour d'autres, il ouvre une fenêtre de coordination. Les discussions se multiplient sur des mécanismes de soutien mutuel, des achats groupés, des garanties croisées. La pression, initialement conçue pour isoler, génère des conversations de bloc. Le risque perçu devient partagé. Ces quatre niveaux révèlent un même phénomène, la transformation d'une réaction financière en réalité sociale. Les chiffres ne restent pas dans les rapports, ils s'inscrivent dans les tendances, dans les comportements. L'effet le plus durable n'est peut-être pas économique, mais narratif. La population apprend à lire les contraintes comme des choix externes et non comme des fatalités internes. Pour Ibrahim Traoré, cette phase est décisive. La cohérence entre la parole initiale et la gestion des conséquences devient le critère de crédibilité. Les coûts sont réels, mais ils sont désormais compris comme le prix d'une ligne tenue. La pression ne disparaît pas, elle change de statut. De sanction implicite, elle devient un fait assumé, partagé et débattu. C'est là que se joue l'essentiel. Lorsque les conséquences sont visibles pour tous, la contrainte cesse d'être silencieuse. Elle oblige chaque acteur à se positionner non plus seulement sur des chiffres, mais sur ce qu'ils signifient collectivement. Le premier scénario est celui de l'équilibre sous contrainte. Les pressions financières se stabilisent sans disparaître. Les décaissements reprennent partiellement, assortis de conditions plus strictes. Les marchés s'habituent au nouveau profil de risque sans l'absorber complètement. La croissance reste faible, l'investissement public limité, mais l'essentiel était préservé. L'État maintient ses fonctions vitales au prix d'une austérité prolongée. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré conserve sa ligne mais doit composer avec une fatigue sociale diffuse. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur une coordination régionale accrue. Des mécanismes de soutien mutuel émergent, réduisant la dépendance immédiate au financement extérieur.
Les échanges intra-régionaux s'intensifient, les achats essentiels sont mutualisés et les réserves se stabilisent. Cette dynamique n'annule pas les contraintes, mais elle en redistribue le poids. Les marchés ajustent leurs anticipations face à une résilience collective. Dans ce cas, la pression perd de son efficacité dissuasive car elle n'est plus appliquée à un acteur isolé. Le troisième scénario est celui de l'étouffement prolongé. Les retards deviennent sinon la norme. Les investisseurs se retirent durablement. Les infrastructures se dégradent, les services publics se fragilisent. L'inflation s'installe à un niveau élevé, accentuant les inégalités. La population supporte un coût croissant et la cohésion est mise à l'épreuve. Ce scénario ne suppose pas un effondrement brutal, mais une lente érosion. La dignité affichée se heurte alors à la durée. Ces trois trajectoires partagent une condition commune, aucune ne dépend uniquement de décisions internes. Elles sont façonnées par des interactions, des perceptions et des signaux croisés. La question n'est pas de prévoir laquelle s'imposera, mais de comprendre les leviers. Une recommandation de méthode s'impose. Si la pression est interprétée comme un langage, alors la réponse ne peut être purement technique. Il s'agit de maintenir une cohérence lisible entre discours, décisions et résultats observables. Si cette cohérence tient, alors même un scénario contraint peut devenir soutenable. Si elle se brise, même un allègement financier peut perdre son effet. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu des mois à venir n'est pas de choisir un scénario, mais de garder la capacité d'en influencer la lecture. À ce stade, l'impact cesse d'être abstrait et rejoint directement le public, mais de manière inégale selon les groupes. Pour les travailleurs urbains, la contrainte se traduit par une hausse du coût de la vie et une instabilité des revenus. Les ajustements quotidiens deviennent la norme. Réduire les trajets, différer des soins, arbitrer entre dépenses essentielles. La compréhension politique existe, mais elle se heurte à la durée. Dans les zones rurales, l'effet est différent. La dépendance aux importations est moindre, mais l'accès aux intrants, aux carburants et aux services publics devient plus incertain. Les communautés compensent par des réseaux locaux, des échanges informels et une solidarité accrue. Ce tissu social amortit le choc tout en révélant ses limites lorsque les pénuries persistent. Pour la jeunesse connectée, l'enjeu est narratif. Les réseaux sociaux servent de caisse de résonance, d'espace d'explication et parfois de contestation. Les messages circulent vite, simplifient, mobilisent. Le risque est la polarisation, l'opportunité, la pédagogie. La crise devient un sujet partagé, discuté, reformulé. Enfin, pour la diaspora, la situation active un rôle de relais. Les transferts, les prises de parole et le plaidoyer deviennent des leviers concrets. Cette mobilisation externe n'annule pas les contraintes, mais elle élargit l'espace de discussion et maintient l'attention internationale. Deux gestes modestes peuvent faire la différence. D'abord, rendre lisibles les arbitrages, expliquer pourquoi certaines priorités sont maintenues et d'autres reportées. Ensuite, soutenir les mécanismes locaux qui fonctionnent déjà sans les surcharger de symboles. Ces actions n'exigent pas de moyens nouveaux, elles demandent de la constance. L'essentiel est là. Lorsque le public comprend le lien entre décision et conséquence, la contrainte devient supportable. La cohésion n'est moins de la promesse que de la clarté. Et c'est cette clarté, plus que toute mesure, qui transforme une épreuve en engagement partagé. La sortie de la phase aiguë repose sur une séquence d'actions ordonnées est conçu pour transformer la contrainte en capacité. La première étape consiste à sécuriser l'essentiel. Les autorités priorisent l'énergie, la santé et l'alimentation avec des circuits de paiement dédiés et des calendriers raccourcis.
Le critère de mesure est simple. Continuité d'approvisionnement et réduction des ruptures visibles. Cette étape vise à restaurer une base de confiance interne, sans laquelle aucune stratégie ne tient. La deuxième étape engage la coordination régionale. Des mécanismes temporaires de mutualisation sont activés pour les achats critiques et les garanties. L'objectif n'est pas la rupture institutionnelle, mais l'élargissement des options. La mesure du succès se fait par la stabilité des réserves et la baisse des primes de risque perçues. En partageant le fardeau, la pression cesse d'être unilatérale. La troisième étape porte sur la transparence. Les décisions budgétaires ailleurs sont publiées, les arbitrages expliqués, les échéances canaux clarifiées. Cette lisibilité réduit l'incertitude et coupe court aux rumeurs. Le suivi s'appuie sur des indicateurs accessibles, délai, volume, coût. La confiance devient une variable gouvernable. La quatrième étape relève de la diplomatie discrète. Sans renoncer au message initial, des canaux techniques sont maintenus pour éviter l'escalade. Les échanges portent sur des faits, non sur des postures. Le succès se mesure à la reprise graduelle des décaissements et à la normalisation des procédures, sans déclaration spectaculaire. Enfin, la cinquième étape consolide l'adhésion sociale. Des dispositifs d'appui ciblés soutiennent les secteurs les plus exposés avec des objectifs vérifiables et des échéances courtes. Ibrahim Traoré insiste sur la cohérence entre parole et acte, tenir la ligne tout en amortissant les chocs. Si chaque étape est évaluée et ajustée, la contrainte se mue en trajectoire. La solution n'est pas un geste unique, mais une méthode tenue dans la durée. La nuit retombe sur Ouagadougou et le motif aperçu plus tôt revient inchangé. Une fresque aux couleurs passées, un carnet posé sur une table, des chiffres griffonnés puis barrés. Ce n'est plus un décor, c'est une mémoire en train de se fixer. Le temps a transformé l'événement en expérience et l'expérience en repère collectif. Ibrahim Traoré apparaît moins comme un protagoniste que comme un point d'ancrage. Sa trajectoire, observée de près, relie la parole publique aux conséquences vécues. Rien n'a été effacé, ni les coups, ni les tensions, ni les doutes. Mais quelque chose s'est consolidé. La cohérence tenue jour après jour a remplacé l'euphorie initiale. Le symbole a survécu à l'épreuve des chiffres. Dans les gestes ordinaires, attendre, partager, ajuster, se lit une endurance calme. Les slogans se sont raréfiés, les discussions se sont précisées. La dignité n'est plus une formule, elle est une pratique. Ce qui semblait fragile s'est stabilisé par l'usage. Le rappel est simple. Une parole peut ouvrir une séquence, mais seule la constance lui donne un sens durable. Lorsque les coups sont assumés sans être niés, ils cessent d'éroder l'adhésion. Le motif revient non pour clore l'histoire, mais pour la rendre transmissible. Une ligne tenue, même sous contrainte, devient un héritage. Lorsque l'histoire arrive à son terme, elle ne cherche pas l'adhésion immédiate, mais la réflexion partagée. Ce qui s'est joué autour du Burkina Faso dépasse un pays et un moment précis. Il s'agit d'une question plus large. Comment une société réagit-elle lorsque les contraintes ne sont pas déclarées mais calculées? L'expérience observée invite à un regard actif. Comprendre les mécanismes, c'est refuser la simplification. Discuter des chiffres, c'est interroger les choix qu'ils traduisent. La crise racontée ici n'appelle ni slogan, ni certitude rapide. Elle appelle une vigilance collective. Chacun, à son niveau, peut contribuer à cette lucidité en questionnant les récits dominants et en cherchant les liens entre décisions lointaines et effets proches. Ibrahim Traoré a placé cette interrogation au centre, non comme un défi lancé, mais comme une invitation à penser autrement la relation entre parole et pouvoir. L'enjeu n'est pas d'approuver ou de condamner, mais de comprendre ce que révèle cette séquence sur le monde actuel.
La question reste ouverte. Jusqu'où une communauté est-elle prête à aller pour préserver ce qui ne se négocie pas? La réponse, elle, se construit dans le débat, la durée et l'attention portée aux faits.